Eh bien, bonjour à tous. Je suis super content d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel. Alors, quand je dis d'être là, c'est pas à La Rochelle spécifiquement parce que j'y suis déjà toute l'année. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jérémy Renard, je travaille à la communauté d'agglo de La Rochelle, où je suis responsable de l'équipe web et data. En fait, quand je parle d'être là, c'est d'être là au Jug, parce que j'ai beau habiter et travailler là depuis de nombreuses années, je suis jamais venu ici. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est quand même sur une conf qui est très orientée back-end, je pense que vous n'allez pas me contredire. Et moi, je viens plutôt du front-end, voire même du front-end, puisque j'ai un profil de web designer intégrateur. Mais j'ai vu depuis quelques années qu'il y avait régulièrement des sujets un peu plus ouverts sur le front, donc je me suis dit pourquoi pas, aller se mettre en danger face à un public pas forcément sensibilisé au sujet dont on va parler. Il y a 2 ans notamment, j'avais vu la vidéo ici d'un sujet sur l'éco-conception. Un sujet dont on parle de plus en plus, et c'est bien, il faut en parler, c'est un des piliers de la qualité web, au même titre que la vie privée, la sécurité des données, dont on parle beaucoup via le prisme du RGPD. Mais dans la qualité web, le parent pauvre, celui dont on parle malheureusement moins souvent, c'est celui de l'accessibilité numérique, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors avant de commencer, moi j'aime bien situer le public que j'ai en face de moi. Alors je vais vous poser 3 questions et je vais vous demander d'être le plus honnête possible. Je vais déjà vous demander de lever la main si vous pensez que vous êtes capable de nous donner une définition relativement précise de ce qu'est l'accessibilité numérique. Relativement, et je ne vais pas vous juger, ne vous inquiétez pas. Je m'attendais à plus de mains levées en fait. Je suis un peu déçu parce que alors, ouais, les questions qui suivaient normalement c'était la suivante, vous gardez la main levée si vous êtes capable de donner quelques règles et quelques bonnes pratiques d'accessibilité. Et la troisième c'était est-ce que vous les appliquez au quotidien pour rendre des produits accessibles? Et généralement, à ce moment-là, il n'y a plus grand monde qui lève la main. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas pire que l'ensemble du web. Et en fait, c'est une mauvaise nouvelle pour le web. Parce qu'on estime qu'à l'heure actuelle, plus de 99% du web n'est pas accessible. 99%, c'est énorme. Alors qu'on parle d'un droit inaliénable pour une certaine partie de nos utilisateurs qui n'ont pas accès aux services et aux informations en ligne. Pourquoi ? Alors on va essayer de répondre à cette question un petit peu, donner quelques pistes. Mais avant ça, on va s'arrêter sur le sens des mots parce que les mots et leur signification sont hyper importantes. L'accessibilité, selon Tim Berners-Lee, rendre le web accessible consiste à mettre à tous à la disposition les informations sur le web, quelles que soient leurs aptitudes physiques ou mentales. Et donc, de façon sous-jacente à ça, vient la notion de handicap. Et c'est là que les mots sont hyper importants. Dans la plupart de notre pensée collective, le handicap est lié à l'altération de capacité physique. Je suis handicapé parce que je suis aveugle ou parce que j'ai perdu la motricité de mes jambes. C'est pas exactement ça en fait. Le handicap, c'est la restriction de participation à la vie en société due à une altération de nos capacités physiques ou mentales. Et c'est ça qui est hyper important. C'est pas l'altération de capacité qui fait le handicap. C'est l'altération de capacité crée un contexte d'utilisation. J'ai perdu la motricité de mes jambes, je suis en fauteuil roulant. Je suis aveugle, j'utilise un lecteur d'écran. Et c'est la non prise en compte de ce contexte d'utilisation qui crée le handicap. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de personnes en situation de handicap. Le handicap, il est situationnel. Une personne en fauteuil roulant, sur le web, n'est pas handicapée. Okay ? C'est hyper important. Et donc, il faut comprendre cette notion de contexte d'utilisation. Pour ce qui nous intéresse, sur des outils numériques, je vous invite à consulter une série de posters qui a été faite par le gouvernement britannique et qui a été traduite en français, qui illustre les contextes d'utilisation des personnes en situation de handicap face au web et tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, justement, pour leur faciliter l'accès. Contexte d'utilisation, le premier, c'est les personnes malvoyantes, soit parce qu'elles sont daltoniennes, on confond les couleurs, soit parce qu'elles ont des troubles de la vision floue, et donc c'est des personnes pour lesquelles il va falloir faire attention au contraste de couleurs, aux tailles de police, à leur laisser la possibilité de zoomer. Au-delà de là, on a des personnes aveugles qui naviguent sur le web et qui utilisent des synthèses vocales, des lecteurs d'écran. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ce que ça faisait une synthèse vocale. Juste vous faire une petite démo rapidement, histoire que vous compreniez un petit peu. Hop, je vous invite à écouter. Si ça veut bien se lancer. On va la refaire. Je vais lancer la page, excusez-moi. Je pense que le son ne passe pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous la faire en synthèse vocale manuelle. En gros, la synthèse vocale, elle va traduire le code HTML de la page, mais y compris sa structure. Donc ça va faire la cécité, mode d'emploi, le menu de navigation, 5 items, la cécité, prise en compte, lien, etc. Ça va restituer la page. Et c'est hyper important parce que ça veut nous dire que nous, en tant que développeurs, on ne doit pas casser cette structure logique de la page. Tu veux que j'essaye ? Non, c'est pas grave, on va pas insister, c'est pas grave.
Ça aurait été intéressant. Donc ce qui est hyper important dans ce cas de figure-là, c'est de ne pas casser les structures logiques des pages, sinon les lecteurs d'écran ne comprennent rien et la page est inaccessible. Autre type de contexte d'utilisation, c'est les personnes qui ont une surdité ou des problèmes de malentendance. Donc là, c'est le problème de toute la lecture des contenus audio, en particulier sur des vidéos. Donc on fait attention au sous-titrage, aux transcriptions textuelles, etc. Les handicaps moteurs créent aussi des contextes d'utilisation particuliers. On pense à des personnes qui ont des tremblements, un Parkinson. Essayez de tenir une souris en ayant des tremblements. Vous allez avoir du mal à attraper les zones cliquables. Donc ça va être toutes les problématiques liées à la taille des zones cliquables ou à la navigation au clavier. Et donc nous, en tant que développeurs, on fait attention à ne pas casser la navigation au clavier, c'est hyper important. Et puis des contextes d'utilisation qu'on oublie souvent sous le web, c'est tout ce qui est lié aussi aux capacités mentales et cognitives. Les personnes autistes, les personnes dyslexiques ont des besoins spécifiques en termes de rendu de l'information. On est plus sur les aspects éditoriaux, mais c'est aussi hyper important. Donc au final, beaucoup de contextes d'utilisation. Et en fait, une définition de l'accessibilité numérique, c'est de dire on doit prendre en compte tous ces différents contextes d'utilisation pour faire en sorte que les personnes handicapées aient le même niveau d'accès à l'information et services que les personnes valides. En gros, c'est ça l'accessibilité, si on veut le définir en quelques mots. Au niveau international, je pense que je ne vous apprends rien, c'est dicté par les Web Content Accessibility Guidelines, qui sont édités par le W3C, toute une série de tests, de critères à respecter pour rendre les pages accessibles. Traduite en français par le RGA, que vous connaissez tous, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Okay, là aussi, c'est des traductions, des tests, des critères. C'est pas hyper sexy, je ne vais pas vous le cacher. Et tout ça, c'est une obligation légale depuis 2005. Depuis près de 20 ans. Okay, on ne peut plus se cacher derrière l'argument « on n'a pas de recul, on ne sait pas faire, on ne peut plus se cacher ». 20 ans que ça existe. Bon, mais tout ça, c'est tout ce qui est lié à l'obligation légale. Mais on a surtout une obligation morale vis-à-vis de nos utilisateurs. Au-delà des contraintes, des tests, on a des gens derrière, on a des utilisateurs derrière et on a cette obligation morale pour un web inclusif, égalitaire, pour l'accès à tous. Et en fait, il est là le vrai argument pour l'accessibilité, au-delà de toutes les contraintes juridiques qui puissent exister. Et malheureusement, cette obligation morale, elle est rarement prise en compte. Un petit élément de contexte pour comparer les situations. Il y a encore 3 ans, on avait 3% d'utilisateurs qui utilisaient Internet Explorer. Et rappelez-vous, on faisait tous des pieds et des mains pour que nos sites web soient compatibles pour Internet Explorer. On mettait des charges parfois inconsidérées. En face de ça, on a 15 à 20% de la population, c'est une estimation, qui se trouve en situation de handicap numérique. Et pour cette population-là, l'effort n'est pas fait. C'est-à-dire que pour 3% de la population, qui en plus avait le choix de changer de navigateur, on faisait un effort, et pour 15 à 20% de la population qui n'ont pas le choix, on ne fait pas l'effort. Pourquoi ? Alors la réponse à cette question, elle est multifactorielle, mais elle tient en un mot qui est profondément ancré en chacun d'entre nous et dans la société, c'est le validisme. Le validisme, c'est une oppression systémique, discriminante, comme le racisme, comme le sexisme, qui fait qu'on vit dans une société où tout est conçu par des valides, pour des valides, et de fait qui fait des personnes valides la norme sociale. Et les personnes potentiellement en situation de handicap sont exclues de cette norme sociale. Le validisme, il se traduit à plein d'étages de la société. Le validisme, c'est de faire des lois qui obligent 10% des logements neufs à être accessibles. 10%, c'est pas beaucoup. Et c'est en plus entendre des gens dire 10%, c'est déjà trop. Le validisme, c'est faire des films où il y a des personnages handicapés qu'on fait jouer par des personnes valides. Okay, c'est faire de la communication officielle sur les réseaux sociaux à base d'images sans jamais mettre de description alternative. Plein de biais de conception validiste dont on n'a pas forcément conscience si on ne commence pas à se déconstruire un minimum la pensée. Et puis au-delà de ça, c'est plein de micro-agressions au quotidien que subissent les personnes handicapées. Plein de petites phrases, alors des fois ouvertement méchantes, des fois ce qui est apparenté à de la mauvaise blague, et des fois même qui partent d'une bonne intention. Vous avez tous entendu un jour une glorification de certaines personnes handicapées qui arrivent à faire des choses incroyables. Elles surmontent leur handicap, quelle leçon de vie. Mais c'est profondément validiste de dire ça. Les personnes handicapées, elles ne sont pas là pour être une inspiration pour les personnes valides, pour que les personnes valides se sentent mieux. Okay, et dans nos métiers du numérique, ça se traduit par une phrase qu'on entend régulièrement aussi, c'est ouais, on va quand même pas dépenser autant d'argent pour rendre notre site web adapté. Ça coûte cher, ça va prendre du temps. De toute façon, on n'a pas d'utilisateurs handicapés. On n'a pas d'utilisateurs handicapés. Sérieusement, on en a forcément. Ou alors si on n'en a pas, c'est parce qu'on les a exclus, justement. Et le problème, il est là. Le validisme,
je vous invite, si vous voulez vous documenter sur le sujet, à une super campagne de sensibilisation qui avait été faite par le collectif de l'aider valideuse il y a 2 ans, à base de visuels, justement pour faire prendre conscience aux gens qu'ils ont besoin de déconstruire toutes leurs modes de pensée valides. Et on ne parle pas de l'expression changer le regard sur le handicap, hein, ça c'est pareil, ça ne veut rien dire. On parle vraiment de déconstruction mentale, parce qu'on a tous des choses qui sont profondément ancrées dans nous, parce qu'on vit dans une société validiste. Et une des premières règles, si on veut commencer à déconstruire ce validisme, c'est avant tout d'écouter les personnes concernées. Okay ? Lire des articles sur le handicap, sur le validisme, écouter ce que les personnes ont à nous dire. Je vous ai mis ici quelques comptes Twitter de personnes handicapées qui communiquent régulièrement sur leurs difficultés quotidiennes. Et allez les lire et n'allez pas faire l'erreur de croire que ce sont des gens qui se plaignent. Ce sont des personnes qui décrivent leur quotidien pour que nous, personnes valides, on s'en rende compte et on percute un petit peu toutes les difficultés qui sont mises dans leur passage. Allez assister à des conférences qui parlent d'accessibilité. Bref, prenez conscience des difficultés pratiques et quotidiennes rencontrées par les personnes handicapées et intégrez-les dans votre mode de pensée et de réalisation. On est tous concernés. Et je vais pas mentir, hein, je n'ai pas fait exception. Je vais vous faire un petit retour d'expérience personnelle. Il y a quelques années, je suis développeur web sur un gros site, hein, le Géoportail National, plusieurs millions d'utilisateurs par mois. On est sur un projet de refonte, on a 2 mois de la mise en ligne. Je suis à l'époque sensibilisé sur l'accessibilité, mais clairement pas suffisamment. J'ai mis en place 2-3 petites choses. Et puis à 2 mois de la mise en ligne, j'ai mon directeur de programme qui arrive. Et au fait, on est quand même un site en .gouv. On a le RGR à respecter et il m'envoie les 200 et quelques critères dans la face. Je ne vous cache pas que je me suis senti très seul. Moment de découragement, on ne va pas y arriver. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Bref, on a corrigé 2-3 choses, mais clairement avec le recul, on aurait dû faire différemment et on aurait dû faire mieux. Et en fait, tout ça, c'est lié à 2 biais de réalisation qu'on rencontre couramment dans nos projets. Le premier, c'est de considérer l'accessibilité à la fin du processus, tout à la fin. Mais l'accessibilité, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux personnes handicapées, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas une feature. Ça part de la conception fonctionnelle, graphique, ergonomique jusqu'au développement. Bref, il faut le prendre en compte tout au long. Faire de l'access by design, pour en prendre une tournure un peu à la mode, c'est essentiel. Et puis, le deuxième biais de réalisation, c'est d'avoir considéré le RG2A comme une série de contraintes, en fait. Quelque chose de pesant. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est une opportunité. Okay, il faut penser aux utilisateurs qu'il y a derrière et voir toutes ces règles comme une opportunité de construire un web plus juste et plus inclusif. Et une fois qu'on a commencé à avoir ce mode de pensée-là, déjà, on voit l'accessibilité différemment. Il y a un seul argument valable en faveur de l'accessibilité, c'est qu'elle concerne la prise en compte de besoins inaliénables et légitimes d'une partie de la population. C'est tout, il n'y a que ça. Alors vous entendrez d'autres arguments. Ouais, si on fait de l'accessibilité, ça améliore les perfs, le SEO, l'image de marque, ça apporte de nouveaux utilisateurs. Ouais, mais ce n'est pas des arguments valables, ça. Parce que ça voudrait dire quoi sinon ? Ça voudrait dire que si ça n'avait pas des avantages par ailleurs pour les personnes valides, on n'en prendrait pas compte ? Ça veut dire que les personnes handicapées sont une sous-catégorie de la population ? Donc n'utilisez pas ces arguments, s'il vous plaît, et sachez les reconnaître. Okay ? Il y a un seul argument valable, c'est celui de l'inclusion. Et puis si vous ne vous sentez toujours pas concerné, réfléchissez bien. Regardez dans votre entourage. Vous avez potentiellement des personnes en situation de handicap face au numérique. Et si vous ne vous sentez toujours pas concerné, bah sachez que vous le serez peut-être un jour. Parce que personne n'est à l'abri d'un accident de la vie, et puis parce qu'on va tous vieillir. On va tous perdre de la vue, de la vision, de la dextérité. Donc si vous ne faites pas pour les autres, faites-le pour votre futur vous-même, s'il vous plaît. Bon, tout ça, c'est bien beau. Une fois qu'on commence à prendre conscience des choses, il y a un argument qui vient souvent aussi, en particulier chez les développeurs, c'est de dire « Ouais, mais c'est compliqué l'accessibilité quand même. » Alors, on ne va pas se mentir, il y a des choses complexes, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de règles très simples à mettre en œuvre. Et déjà, si on les met toutes en œuvre, on couvre beaucoup de problématiques. Et ce que je vous propose sur cette deuxième partie, c'est qu'on voit ensemble un petit peu toutes les règles les plus simples à mettre en place pour avoir des sites plus accessibles. On va partir de la base, la conception graphique. Et la base sont les contrastes de couleurs, pour les personnes qui ont du mal à détecter les couleurs, qui ont des problèmes de vision. Les contrastes de couleurs entre le texte et le fond, et ça ne se fait pas au jugé, hein. C'est pas le graphiste qui dit « Oh, je pense que ça passe ». Non, il y a des métriques. Il y a des métriques et il y a des contraintes. Il y a une contrainte qui nous est dictée qui dit qu'un contraste de couleur doit toujours être supérieur à 4,5. Et 4,5, c'est pas 4,2, c'est 4,5. Okay ? Alors je vous ai mis quelques exemples. Excusez-moi, j'ai pris des exemples du jug, j'espère qu'on ne m'en voudra pas. L'exemple du haut, on voit bien qu'il y a un problème de contraste. Le blanc sur fond clair, ça se voit. Mais ce n'est pas le seul problème.
l'exemple du bas, en fait, sachez que toutes les couleurs que j'ai entourées, le orange, le vert, le gris, tout ça, on n'atteint pas le contraste suffisant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils qui nous permettent de calculer les contrastes et qui nous proposent des couleurs alternatives pour respecter les critères. Je vous en ai mis un, c'est le contrast finder de Tanaguru. Donc c'est l'exemple typique d'une règle qui est simple à appliquer. Alors ça demande une remise en cause graphique, mais en soi, c'est pas compliqué à appliquer et c'est essentiel pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas que ça comme contrainte sur la couleur. Il y a une règle de l'accessibilité qui dit que l'information ne doit pas être exclusivement portée par la couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, si vous avez un texte avec des liens dedans, qui sont uniquement mis en avant par la couleur, si vous avez une personne qui distingue mal les couleurs, elle ne va pas se rendre compte qu'il y a des liens. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On souligne, typiquement, et on ne fait pas porter l'information que par la couleur. Ça vaut pour tout ce qui est survol, menu actif, etc. C'est hyper important. Dans le même genre, alors je parlais de contraste juste avant, il y a aussi des contrastes trop forts à éviter. On évite de faire des textes en noir total sur blanc total. Alors, ça peut être perturbant parce que c'est la configuration de base d'une page web. Et pourtant, ça, c'est le genre de configuration qui peut créer des migraines ophtalmiques chez certaines personnes. Donc on préfère des gris très foncés ou des gris très clairs en contraste. Au niveau de la malvoyance, on arrive assez rapidement aussi aux dimensions et notamment aux tailles de police. Ne faites pas des polices inférieures à 14 pixels, c'est illisible pour beaucoup de personnes. 16-18 pixels, c'est un minimum, voire plus. On a la place, maintenant on a des grands écrans. On n'est plus à l'époque, on voulait tout passer au-dessus de la ligne de flottaison absolument. Donc prenez la place qu'il faut. Et alors une autre contrainte qui est beaucoup plus méconnue, c'est que des paragraphes on estime qu'ils deviennent difficiles à lire à partir du moment où leur largeur dépasse 80 caractères. Parce qu'à ce moment-là, quand on arrive à la fin d'une ligne, on a du mal à retrouver le début de la ligne suivante. Et ça tombe bien parce qu'on a en CSS une super unité qui s'appelle CH qui permet de définir la largeur d'un paragraphe en fonction de son nombre de caractères. Okay. Et puis aussi, on ne justifie pas les textes sur le web. Ça peut poser des problèmes pour les personnes dyslexiques. Jamais de justification. Et c'est comme ça que vous avez un peu un comparatif avant-après de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour faciliter la lecture. Au niveau des dimensions encore, la problématique des dimensions des zones cliquables. On est tous un jour devenus fous parce qu'on avait une petite croix de fermeture pop-up de 10 pixels de côté, on n'arrive pas à l'attraper à la souris. Alors maintenant, imaginez des gens avec des tremblements ou des gens avec des gros doigts en tactile. Ok, c'est compliqué. Il n'y a pas de standard sur les dimensions minimum des zones cliquables, mais généralement, ce qui ressort des études, c'est qu'il faut au minimum 40 pixels de côté pour une zone cliquable pour qu'elle soit correctement préhensible par les personnes qui vont avoir des difficultés. Et puis, si vous avez plusieurs zones cliquables à côté, vous créez des zones d'exclusion pour pas se tromper de clic. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément, dans l'exemple de la croix, obligé de grossir votre croix. Vous agrandissez la zone cliquable autour. Donc là, c'est l'exemple, pour le coup, bon exemple sur le site du Jug, où le lien, en fait, on a une zone cliquable qui est plus large que le lien. Et ça se fait très facilement en CSS, avec du pseudo-contenu. Vous mettez un after que vous élargissez à droite, à gauche, en haut, en bas, et ça vous élargit les zones cliquables du lien de façon très simple. Okay, et ça ne vous casse pas votre charte graphique de base. On avance un peu plus. On arrive sur le HTML. Alors, le HTML, souvent mal considéré. C'est facile, c'est pour les juniors, mais souvent très mal utilisé. On a plus d'une centaine de balises HTML qui existent. Utilisez-les, s'il vous plaît. Ne mettez pas des divs partout. Sinon, les lecteurs d'écran, ils ne comprennent pas ce qui passe. Mettez les navigations, les e-sides, les paragraphes, les listes, les définitions, tout ce que vous pouvez, tout ce qui a du sens sémantiquement. Un div, ça n'a pas de sens sémantiquement, c'est mal interprété. Et puis évidemment, on fait attention à l'imbrication des balises. Pas de saut de ligne en dehors d'un paragraphe, pas d'éléments de liste en dehors d'une liste. Et à la hiérarchie des titres, parce que les lecteurs d'écran aussi permettent de passer d'un titre à l'autre pour parcourir les hiérarchies des titres pour qu'une personne aveugle puisse aller directement à une section d'une page. Donc si vous faites un titre de premier niveau et que vous enchaînez par un titre de troisième niveau, vous créez quelque part une incompréhension pour le lecteur d'écran. Okay, la hiérarchie des titres est hyper importante, aussi bien dans l'ordre que dans leur imbrication. Et puis, sur la sémantique, le problème des éléments cliquables. On voit de tout et sous fond de n'importe quoi, et pourtant la règle est très simple. Un élément cliquable, soit ça va quelque part et c'est un lien A, soit ça fait quelque chose et c'est un bouton button. C'est tout, point à la ligne, il n'y a pas d'alternative. Okay, donc je veux plus voir des liens qui sont transformés en boutons, des boutons qui sont transformés en liens, des divs avec des on-click, des choses comme ça. C'est pas bon, sémantiquement vous cassez les choses et vous rendez vos sites inaccessibles. Et puis un lien ou un bouton, ça a du contenu aussi. Un lien ou un bouton vide, ça veut rien dire. Un lecteur d'écran, il n'interprète pas. Et ça a du contenu explicite.
Si vous allez, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit souvent quand vous avez une page de liste d'actualité avec plein de boutons en savoir plus. Le lecteur d'écran, il peut passer de lien en lien, il va vous faire en savoir plus, en savoir plus, en savoir plus. Savoir plus sur quoi, on ne sait pas. Hein. Donc les contenus obligatoires, explicites et clairs. La navigation clavier, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Sachez qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense qui naviguent au clavier. Et donc il est de notre devoir, nous développeurs, de ne pas casser cette navigation au clavier. Donc déjà, en ne tripatouillant pas l'attribut tab index, jamais, on ne change pas les ordres de tabulation. On évite de pouvoir naviguer au clavier dans des zones masquées, sinon on ne sait pas où on est. On évite de créer des pièges à tabulation, c'est-à-dire qu'on tabule et à un moment, boum, on ne peut plus aller avancer, on ne peut plus reculer, ça existe, on fait attention à ça. Et puis surtout, on crée des styles de focus. C'est hyper important. Ce que plein de designers veulent supprimer parce que c'est moche. Ouais, mais si on part de là, une rampe à côté d'un escalier, c'est moche aussi. Hein, okay. Le focus, il est hyper important. Si vous le supprimez, c'est comme si vous supprimiez le curseur pour un utilisateur de souris. Hein. On ne s'y retrouve plus. Donc non seulement on fait des styles de focus, à chaque fois qu'on a un style de survol, mais on renforce le focus en faisant des outlines, vous savez, l'encadré, la bordure, bien visible. Hein. Dites pas, faut que je fasse un outline, mais je veux pas que ça se voit trop. Ah non, justement, il faut que ça se voit. Donc grossissez-les. On a un super attribut qui s'appelle l'outline offset en CSS qui permet aussi de décaler l'outline du contenu pour que ça soit plus lisible. Utilisez tout ça, c'est hyper important. Alors, un point qui est un petit peu plus touchy techniquement, ça tient à ce qu'on appelle les dimensions relatives pour les capacités de zoomer le texte. Il y a beaucoup de gens qui zooment le texte sur des navigateurs, voire même qui ont attribué des tailles de police par défaut plus grandes. Et donc, si on veut respecter ça, il faut faire des tailles de police en unité relative, EM ou REM en CSS. Pas de pixels. Sinon, vous pouvez bloquer les choses. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on a un critère des WCAG qui nous dit le texte peut être dimensionné jusqu'à 200% sans perte de contenu. Et c'est là que c'est hyper important. Vous avez beaucoup de sites dans lesquels vous pouvez zoomer le texte, mais par contre, les boîtes englobantes, elles ne bougent pas, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça déborde, ça superpose, c'est dégueulasse, on ne voit rien. Et en fait, il faut des unités relatives pour tout. Pour les largeurs, pour les hauteurs, pour les marges. Comme ça, si vous zoomez le texte, il y a tout qui suit, et vous êtes sûr que votre contenu il est toujours lisible. Même à 200% de zoom, il n'y a pas de problème. Alors ça demande une petite gymnastique au niveau du code CSS, de tout traduire en REM par exemple. Alors ça fait un peu peur comme ça, mais avec un peu d'habitude, je vous assure que les chiffres ils viennent tout seuls. Et sinon, n'hésitez pas à tirer profit des préprocesseurs. Hein. Ici, vous avez une fonction SAS, vous lui donnez une dimension en pixels, il vous sort une unité en REM derrière, et comme ça, vous n'allez pas vous prendre la tête. Okay, il n'y a que comme ça qu'on peut construire ce qu'on appelle un design élastique qui va permettre de satisfaire à cette contrainte de 200% de zoom texte. Et puis quand on parle de zoom, ne bloquez jamais le zoom sur mobile, s'il vous plaît. Pourquoi faire ça? Vous avez une meta viewport qui sert à gérer le zoom sur mobile. Ne mettez pas un user scalable no ou un maximum scale 1. Pourquoi empêcher les gens de zoomer sur mobile? Ça n'a aucun sens. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Un petit point sur les formulaires. Grand problème d'accessibilité. Et pourtant, il y a des règles très simples. Sur un formulaire, on ajoute toujours une étiquette explicite à chaque champ. Le tag label à côté, c'est obligatoire. Et un placeholder, c'est pas un label, hein. Okay, c'est hyper important. Indiquer les champs obligatoires, gérer les erreurs de saisie, c'est globalement assez acquis. Ne bloquez pas le copier-coller, l'autocomplétion, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est des choses qu'on voit couramment. Mais pourquoi empêcher les gens de copier-coller dans des formulaires? Qu'est-ce qui justifie ça? Rien du tout. Et puis, n'utilisez pas de captcha, s'il vous plaît. Des captchas visuels comme ça, c'est parfaitement inaccessible pour les personnes aveugles. Donc si vous avez des problèmes de spam, gérez-les autrement, côté serveur, je ne sais pas, mais évitez les captchas visuels, sinon vous rendez vos formulaires inaccessibles. Pour finir ce petit tour d'horizon, on va parler de l'insertion de médias, on va être plus sur le côté éditorial. Alors je sais, vous savez tous que les descriptions alternatives sur les images, c'est obligatoire. Et pourtant, c'est tellement peu souvent appliqué sur la plupart des sites web. L'attribut alt, il est obligatoire sur les images. Et oui, obligatoire, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rester vide. Et même dans certains cas de figure, il doit rester vide. En fait, on a deux cas de figure. Soit vous avez une image qui est purement décorative, comme celle de gauche, elle n'apporte aucune information, vous laissez un alt vide. Soit elle est porteuse de sens, un graphique, une photo, et dans ce cas-là, vous renseignez l'alternative. Et vous la renseignez bien. Vous ne mettez pas juste graphique. Sinon, avec le lecteur d'écran, il va arriver. Ici, vous trouvez une image, c'est un graphique. Super, on est bien content. Donc vous mettez le contenu, si c'est un graphique, vous mettez. Si c'est une photo, on doit être capable de reconstituer mentalement le contenu de la photo rien qu'avec sa description alternative. Vous décrivez le décor, les personnages, comment ils sont habillés. Il n'y a pas de limite de caractère en plus. Hein. Allez-y, c'est hyper important. Les vidéos,
Alors la première règle pour les vidéos, c'est qu'on ne les déclenche pas automatiquement. Ça, je pense que ça commence à être bien connu. Mais les vidéos posent surtout des problèmes pour les gens qui sont sourds, qui sont malentendants. Donc sous-titrage synchronisé obligatoire sur les vidéos et si possible pas automatique. Les sous-titrages automatiques à la YouTube, c'est souvent illisible. Donc on essaie de mettre en place des sous-titrages manuels. Ça aussi, ça commence à être bien démocratisé. Quelque chose qu'on évoque beaucoup moins et qu'on voit beaucoup moins souvent, c'est que normalement une transcription textuelle de chaque vidéo est obligatoire sur les sites web. C'est-à-dire qu'à côté de votre vidéo, vous devez avoir une retranscription en mode texte de la piste audio, de manière à ce que quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas lire la vidéo puisse quand même avoir accès à son contenu. Alors vous le mettez où vous voulez, à côté, au-dessus, en dessous, dans un accordéon, vous faites ce que vous voulez, mais en théorie c'est obligatoire. Et on va finir sur l'insertion de médias au niveau des documents. Vous savez, tous les documents, les PDF téléchargeables qu'on trouve sur les sites, tellement inaccessibles, tellement inaccessibles. Alors la première règle, c'est évidemment, au maximum, on évite de déporter les infos dans des documents, hein, on les met dans les pages web. Si vraiment vous êtes obligé, il y a la possibilité de rendre accessible un document PDF, il y a un module d'accessibilité, c'est lourd, c'est vrai, mais c'est quelque chose de possible. Et puis, unpopular opinion, comme on dit, sachez que les fichiers au format doc sont généralement beaucoup mieux balisés pour l'accessibilité que les formats PDF. Donc n'ayez pas peur de mettre des fichiers au format doc en téléchargement sur vos sites. C'est pas une mauvaise pratique. Je vais finir ce petit tour d'horizon sur 2 avertissements qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. Le premier, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ARIA. Ouais, un petit peu. C'est bien, vous me faites plaisir quand même. ARIA, Accessible Rich Internet Applications, c'est un module de HTML qui vous permet de rajouter des rôles et des attributs sur certaines balises de manière à créer des composants accessibles riches. C'est les balises ARIA Label, ARIA Controls, Role. Ça permet de faire des trucs super. Mais seulement si on sait ce qu'on fait, clairement. Si vous touchez aux attributs ARIA sans trop savoir ce que vous faites, ça va être pire. C'est généralement ce qu'on traduit par No ARIA is better than bad ARIA. Donc, à moins d'être expert en accessibilité, ne jouez pas, s'il vous plaît, avec l'ARIA. Et puis le deuxième avertissement, qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui est tout aussi important, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les outils de surcouche d'accessibilité. Il y a 2 boîtes qui se sont spécialisées là-dedans, en fait, qui viennent vous vendre un service en disant « Moi, je vous mets une surcouche en JavaScript et ça va vous corriger tous les problèmes d'accessibilité de vos sites. » Magie. Et ils vendent ça très cher à plein de monde, à des boîtes, à des collectivités. Ouais, ça marche pas, hein. Je ne vous cache pas que ça marche pas. Hein. Si je vous ai dit tout à l'heure que l'accessibilité, ça prend en compte dès le départ, c'est pas en posant un outil à la fin que ça va fonctionner mieux. Alors je vous donnerai pas les noms de ces boîtes parce qu'en plus ils ont la fâcheuse tendance d'attaquer en justice ceux qui se mettent contre eux. Voilà, vous chercherez si ça vous intéresse. En tout cas, sachez les reconnaître. Bon, on a pris conscience des enjeux, on a appliqué les bonnes pratiques. Maintenant, comment on fait pour vérifier que tout va bien? Comment on teste? Alors la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils de test automatique d'accessibilité qui existent. Vous connaissez tous Google Lighthouse. Google Lighthouse vous donne des scores d'accessibilité, et vous indique des choses qui vont pas bien, en l'occurrence. Il vous dit aussi ce qui va bien, mais généralement, il vous peint ce qui va pas bien. Dans le même genre, vous avez une extension navigateur qui s'appelle Wave. Le problème, la mauvaise nouvelle, c'est que ça couvre pas du tout l'ensemble des critères d'accessibilité. Ça en couvre même à peu près 30%, on estime. Parce qu'un outil automatique, par exemple, il va être capable de vous dire s'il y a bien une description alternative sur une image ou pas. Par contre, il ne va pas être capable d'en évaluer la pertinence. C'est pas possible. Donc il y a des choses qui s'automatisent, hein, les contrastes, les problèmes liés au HTML, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Alors c'est déjà un premier bon début, mais sachez qu'on peut très bien avoir un score de 100 sur Lighthouse et être parfaitement inaccessible. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas une finalité en soi, c'est juste un premier pas. Et si on veut aller plus loin, ben, on n'a pas d'autre choix que de passer au test manuel. Alors comment on teste manuellement l'accessibilité? Il y a plusieurs façons de faire. Alors la première, très facile, hein. On supprime les styles d'une page. On en revient au squelette HTML et on voit est-ce qu'on s'y retrouve toujours. Si on ne s'y retrouve pas, c'est qu'on a probablement cassé des choses quelque part au niveau de la structure même du code. Mais on doit pouvoir être capable de naviguer sans CSS sur des sites web. On va vérifier manuellement les descriptions alternatives des images, les sous-titres des vidéos. On augmente le zoom texte, comme je vous disais tout à l'heure, et on voit est-ce que ça se passe toujours bien. On navigue au clavier. Ça, c'est mon test préféré, naviguer au clavier. On a tous une touche tabulation. Hein. Quand j'arrive sur un site et que je vais essayer de savoir est-ce que l'accessibilité est plus ou moins prise en compte rapidement, je commence à tabuler. Si au bout de 2-3 tabulations, je ne sais plus où je suis dans la page, je sais que l'accessibilité n'a pas été prise en compte dans le site, clairement. Donc allez-y, testez comme ça.
Et puis après, on n'a pas d'autre choix, si on veut aller plus loin, et on doit aller plus loin, que de se mettre en situation. C'est-à-dire qu'on installe une synthèse vocale et on essaie de naviguer sans regarder l'écran la synthèse vocale. Je ne vous cache pas, ça demande une petite gymnastique, une petite habitude au départ. Mais il faut y passer par là, et avec un petit peu d'expérience, on arrive à s'y retrouver. Et si une fois qu'on a acquis cette expérience sur une page, on ne s'y retrouve pas dans la navigation avec le lecteur d'écran, c'est probablement qu'on a cassé des choses et qu'on a des choses à revoir. Et puis, en fin du fin, on n'a pas d'autre choix que de reprendre le RGAA, critère par critère, de vérifier. Alors, le RGAA a de ça bien fait qu'à chaque critère, on a des protocoles de test pour vérifier. Mais si on veut vraiment aller au bout de la démarche, on fait tout ça. Alors pour aller plus loin sur le sujet, je suis sûr que vous allez envie d'aller plus loin maintenant. Je vous ai mis quelques ressources ici, qui sont des ressources à la fois des checklists de qualité, des sites qui vous proposent des composants accessibles un peu riches. Et je vous ai mis aussi sur le côté 2 blogs d'experts en accessibilité qui publient régulièrement des articles super intéressants, super fouillés. Allez les lire, elles font référence. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous former, si vous voulez auditer vos produits, je vous ai mis ici quelques références de boîtes qui sont également des références. Pour certaines, elles ont aussi leur blog sur lequel elles publient des articles régulièrement. Allez-y les yeux fermés, ce sont des experts. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que j'ai réussi à vous faire prendre conscience des enjeux, du besoin impérieux qu'on a d'accessibilité, que j'ai commencé à amorcer peut-être un début de déconstruction validiste, j'espère. Et puis j'espère que lundi matin, quand vous retournerez au boulot, vous direz ok, je change mon mode de pensée, j'essaie de concevoir plus accessible, j'essaie de coder plus accessible, j'essaie de me renseigner sur le sujet. Et comme ça, tous ensemble, petit à petit, on apportera nos petites pierres vers un web plus inclusif, plus accessible et plus juste. Merci à vous. Déjà, merci pour la conf, c'était super clair et super intéressant. Et je voulais savoir si toi, du coup, tu t'es confronté du coup, à des managers, des chefs qui t'ont dit non, mais on n'a pas le temps de mettre en place. Et est-ce que du coup, tu as réussi à les convaincre et comment ? Alors, j'ai la chance de bosser dans un environnement où on nous fait confiance et on nous laisse le temps. Je ne suis pas dans une agence, dans une start-up où on nous demande d'envoyer les sites à l'appel et avec des délais contraints. Donc, j'ai jamais eu ce genre d'injonction contraire et je m'en félicite. Après, des fois, j'aimerais aller plus loin parce que rendre ces sites accessibles, c'est une chose, les faire auditer par un organisme extérieur, c'en est une autre. Ça, c'est des choses que moi, j'aimerais faire, qu'on essaye de pousser. Mais parce qu'en théorie, même si tu codes un site, tu mets tout en place pour l'accessibilité, si tu n'as pas été audité, tu es considéré comme non conforme. Et tu es tenu normalement de le mettre sur la page d'accueil de ton site. Alors ça, c'est une obligation légale pour les sites publics et pour les boîtes privées au-delà d'un certain chiffre d'affaires. Mais j'ai plutôt eu tendance à avoir des gens, et heureusement, qui me poussaient dans ce sens-là. Et je pense que sinon, je l'aurais très mal vécu. Ouais. Tu entends parler un petit peu vis-à-vis surtout des contributions. Moi, c'est ça qui m'interroge sur est-ce que tu as pu faire passer le message en interne, parce que on fournit des outils, mais après, derrière, les utilisateurs, ils vont remplir des articles, et puis ça peut être compliqué, non ? Ça peut être compliqué. Et là, c'est tout un travail de sensibilisation aussi. Donc, il faut que les personnes en face soient réceptives. Mais oui, c'est compliqué, effectivement. Quand tu livres une coquille vide, entre guillemets, que tu veux la plus accessible possible, et puis effectivement, tu as ton chargé de com qui arrive derrière et qui ne renseigne pas les descriptions alternatives des images. Et, ça fout un peu les boules, c'est clair. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire. De temps en temps, de repasser soi-même sur les pages aussi, et puis de renfoncer le clou et d'envoyer de la documentation. Et c'est un travail au quotidien, parce que c'est vrai que ça demande quand même aussi du travail pour les personnes chargées de l'édito. Et c'est un peu la facilité aussi des fois de se dire c'est pas grave, hein. Mais sauf que si, c'est grave en fait. Voilà, donc c'est surtout de la sensibilisation au quotidien. Ouais.
Moi, j'avais une question sur les frameworks de développement front, comme React ou Flutter, qui peuvent être un peu plus compliqués à interpréter. Comment ça se passe avec ces outils-là? Alors c'est une question ardue, je ne cache pas. Moi, je viens d'un monde du web un peu artisanal et c'est vrai que j'ai relativement une défiance par rapport à tous les gros frameworks comme ça, justement parce que je me suis en bout de chaîne et que je fais attention à toutes ces questions-là. Après, c'est pas parce qu'on fait du React que ça va pas être accessible. De la même manière que c'est comme si on disait je fais du WordPress donc mon site va être lourd. Tu vois, c'est aussi des choses à prendre en compte dans le processus de pensée. En soi, c'est surtout une culture pour les développeurs. Ceux qui sont front-end sans être vraiment au bout de l'intégration n'ont pas forcément conscience de toutes ces problématiques-là, mais on peut très bien faire du React en étant accessible, c'est pas incompatible. Ça nécessite peut-être d'aller un petit peu plus loin que juste les composants de base tels qu'ils sont livrés. Effectivement, peut-être que ça demande une réflexion un peu plus poussée. Il n'y a pas forcément d'ambivalence à ce niveau-là, il faut faire attention, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors déjà, merci pour la présentation. Alors, je ne suis pas très front, mais c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des frameworks front qu'il ne faut surtout pas utiliser, qui sont connus ou reconnus pour être pas compatibles en fait avec ces bonnes pratiques? J'ai le droit de mettre un joker? Oui, je comprends. Non, c'est juste que des fois, je me dis, tiens, j'ai envie de faire du front aujourd'hui et je me lance dans des trucs qui deviennent un peu horribles, mais j'ai jamais honte de les publier, mais je fais des trucs qui sont pas accessibles. J'ai pas forcément de nom à balancer, hein. C'est pas que j'ai pas envie de les dire, j'ai pas forcément de nom à balancer. Sinon, on peut au café après. Après, c'est toujours pareil, que quelque part, comment découvrir qu'un outil n'est pas adapté en fait? C'est souvent avec le code qui sort à la fin. Ouais. Je veux dire, quelque part, quand on rajoute des frameworks et des outils, ça augmente le niveau d'abstraction. Ce qui est servi à la fin au navigateur, au final, c'est toujours du HTML, du CSS, du JavaScript. Et c'est là que se situent les problèmes d'accessibilité. Donc, quelque part, il faut les tester, il faut voir ce que ça rend. Je pense que pour beaucoup de frameworks, on ne peut pas forcément savoir en amont est-ce que ça va le faire ou pas. Donc, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. C'est pareil, en tant que développeur, on est tous un peu des artisans, donc faut savoir aussi dépouiller nos frameworks pour en revenir à leur base la plus concrète et la moins abstraite, j'ai envie de dire, parce que clairement les niveaux d'abstraction sont forcément à un moment donné un frein à l'accessibilité parce qu'on perd de la maîtrise. Mais c'est valable pour l'éco-conception, c'est valable pour tous les autres sujets liés à la qualité web aussi. Voilà. D'accord, merci. Il y a une autre question ?